Cube Radio. Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous chercherons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. Dans les démocraties occidentales contemporaines, le concept d'empire a quelque chose de désuet. Il réfère au temps passé des empires coloniaux, à celui de l'Autriche-Hongrie, peut-être même au Saint-Empire romain germanique, et à l'Empire romain bien évidemment. Mais aujourd'hui, sauf lorsqu'il s'agit de dénoncer l'impérialisme américain, rares sont ceux qui parlent de l'empire au présent. Pourtant, le concept d'empire peut encore nous éclairer. C'est à tout le moins ce que croit le politologue Marc Chevrier, qui a publié il y a quelques mois L'Empire en marche, un ouvrage d'une densité et d'une richesse exceptionnelle, qui propose une méditation sur la condition politique de notre temps à sa lumière. Marc Chevrier, bonjour. Bonjour Mathieu. Alors, une question première, une question de définition toute simple. Qu'entendez-vous par le concept d'empire? Alors, vous me direz que vous avez pris plus de 600 pages pour nous l'expliquer, mais si on avait besoin d'une définition brève pour être capable de nous orienter dans la conversation, qu'entendez-vous par le concept d'empire? Écoutez, effectivement, vous m'obligez à faire une synthèse et je crois pas que je pourrais vous faire cette synthèse en quelques mots. Mais bon, évidemment, vous demandez de donner peut-être quelques éléments de définition à partir desquels on pourra ensuite discuter. D'abord, peut-être la meilleure façon de le définir, c'est par dire ce qu'il n'est pas. Et dans mon livre, je m'appuie beaucoup sur la théorie des formes politiques du philosophe français Pierre Manant, pour qui, au fond, il y a un nombre limité d'associations humaines, de formes d'associations humaines. Il entend par là, au fond, quels sont les groupements humains au travers desquels nous nous gouvernons. Et pour lui, ce nombre est limité. C'est même pour lui un axiome fondamental de la science politique. Il n'y a pas 56 ou 297 formes d'associations humaines. Pour lui, dans l'histoire, du moins occidentale, il y en a 4. Il y a la cité, donc on y pense aux cités grecques, par exemple de l'Antiquité, donc qui étaient en fait des petits États souverains avec une population restreinte qui pouvait aller de quelques milliers de personnes à peut-être 200 000, 300 000 personnes, avec un territoire qui pouvait faire la superficie du Grand Montréal, par exemple, pour se figurer la chose, donc la cité. Il y avait l'Empire, effectivement, donc l'Empire c'était ces grandes formations contenant beaucoup de populations sur de vastes territoires et dirigées souvent à ces époques par un empereur qui incarnait souvent une figure divine. Et à travers l'histoire, s'est ajouté l'Église et la nation. Alors, première définition, je vous la donne à travers cet éventail de 4 formes politiques. La nation qui est restreinte, la nation l'empire qui lui est très vaste, peuplé, et qui souvent est gouverné par un souverain divinisé. Et puis vous avez par la suite dans l'histoire l'Église et la nation. Alors, une raison pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre, c'est de montrer effectivement, comme vous l'avez dit, que l'Empire, ce n'est pas que de l'histoire ancienne. Et ce n'est pas que de l'histoire ancienne au sens antique, ni non plus l'histoire moderne. Par exemple, certains pourraient penser que l'Empire s'est arrêté avec les grands empires coloniaux européens du 19e siècle qui se sont suivis de la décolonisation. Moi, j'ai voulu montrer qu'en fait, l'idée d'empire est demeurée très moderne et recoupe à la fois, bien sûr, des choses qui nous apparaissent d'emblée comme des empires comme ceux que je viens de nommer, les empires coloniaux, mais aussi, et c'est là où je soutiens une thèse qui va peut-être susciter des désaccords, mais je la soutiens quand même. Ma thèse à moi, c'est que l'Empire aussi prend la forme de ce qu'on appelle couramment la fédération. En fait, la fédération a été le moyen moderne de faire de l'Empire en Occident. Et il y a eu, oui, des fédérations coloniales, ça c'est des cas bien sûr assez évidents, mais même ce que nous présentons aujourd'hui comme des modèles fédératifs, pour moi, représentent plusieurs des traits de l'Empire.
Alors, vous me conduisez à ma deuxième question directement. Votre livre inscrit le Canada dans l'histoire universelle, pourrait-on dire. Hein? Le Canada, qui est un peu quelquefois cette banlieue des États-Unis, cette province oubliée de l'histoire. Vous nous dites, le Canada, finalement, c'est aussi, et c'est peut-être même l'empire par excellence de notre temps. Peut-être on pourrait dire aussi l'Union européenne, on y reviendra. Mais le Canada est une fédération qui peine à se nommer comme fédération. Le Canada est une... D'ailleurs, on ne réussit jamais à définir très bien le Canada fédération ou confédération, ce vieux débat qui traîne encore quelquefois dans la vie publique. Mais vous nous dites que fondamentalement, le vieux Dominion, aujourd'hui, c'est l'Empire. La Fédération canadienne se déploie selon la logique impériale. En quoi le Canada est-il, d'une manière ou d'une autre, un empire? Écoutez, il est pour plusieurs raisons. Tout d'abord, comme je le montre dans mon livre, c'est pas moi qui ai énoncé l'idée le premier. Ce qu'on appelle les pères fondateurs, donc ces dirigeants des colonies au 19e siècle se sont réunis dans une espèce de convention permanente qui a duré quelques 3 ans, la conférence de Charlottetown dans la conférence de Québec. Bien ces dirigeants, plusieurs avaient le mot empire à la bouche. Et Hector Langevin, qui était un des pères fondateurs, annonce la création du plus grand empire du monde, rien de moins. George Brown, John Macdonald, qu'on a déboulonné également, avait le mot empire à la bouche. Et les rouges, c'est-à-dire les libéraux qui étaient dans l'opposition, qui étaient contre le projet d'union fédérale, reprochaient justement aux promoteurs de l'Union canadienne leur ambition impériale. Donc le concept était là. Et par exemple, il y a un discours prononcé par Alexander Morris, qui est un avocat de l'élite anglo-montréalaise vers 1864, si ma mémoire est bonne, ou peut-être même avant. Donc il prononce une conférence devant un parterre select à Montréal et il annonce la création of a new Britannic Empire, décrivant justement la réunion des colonies de l'Amérique du Nord britannique. Donc l'idée était présente, c'est loin d'être une idée cachée ou implicite ou inventée par un historien fou. Mais justement, les historiens n'y ont pas accordé beaucoup d'importance au fait que les pères fondateurs ou les créateurs de l'idée d'union fédérale au Canada, en fait, voyaient aussi là la création d'un empire. Et ils avaient évidemment en tête l'empire américain et ils croyaient que ils allaient pouvoir créer au nord un empire concurrent et même plus puissant. Ils avaient de l'ambition. Oui, allez poursuivre. Oui, donc là, je vous donne seulement un élément historique, mais bien sûr, ce n'est pas suffisant pour dire que le Canada est un empire, mais on a quand même un indice. Un élément fondamental, pour revenir à l'élément à un élément de définition, les empires généralement naissent par la force, par la conquête. Cela dit, pour moi, la conquête, la force, ne définit pas entièrement l'empire. C'est-à-dire que les empires ont besoin souvent de la force pour naître. Mais pour durer, pour s'accroître, se pérenniser, ils doivent recourir à autre chose que la force. Donc, et de ce point de vue-là, le Canada, oui, correspond parfaitement bien à ces définitions. Il est né de la conquête et je consacre au moins un chapitre dans mon livre à la compréhension du rôle de la conquête dans la formation du Canada. Et je montre que finalement, la première des constitutions du Canada, qui, quant à moi, une constitution qui englobe toutes celles qui vont venir par après, c'est la conquête. Et c'est assez unique en Occident. Le Canada est un des rares pays où la conquête figure nommément comme principe structurant de ses lois constitutionnelles. Imaginez-vous que ça apparaît nommément dans l'Acte de Québec de 1774, et le concept de conquête réapparaît dans l'acte constitutionnel de 1791 pour accorder des droits politiques aux sujets justement conquis par les armes. Donc la conquête, elle n'est pas seulement un événement militaire, elle est quant à moi un principe structurant de tout l'ordre constitutionnel canadien. Et bien sûr, la conquête ne se limite pas à la conquête de la Nouvelle-France, il y a la conquête de l'Acadie. Et par ailleurs, je sais qu'à l'heure actuelle, beaucoup de gens prétendent que les Autochtones ne sont pas conquis, n'ont pas donné leur consentement, mais dans les faits, on leur a imposé une forme de conquête.
mais c'est une conquête qui n'a pas été scellée par des traités de capitulation comme on l'a fait pour la conquête de la Nouvelle-France. Donc, on peut dire que s'il n'y a pas eu de conquête des peuples autochtones, il y a tout le moins eu un assujettissement qui, pour moi, a des effets équivalents à celui d'une conquête. Donc, le Canada naît dans la conquête, mais pour se pérenniser, elle doit faire une chose que la plupart des empires font, c'est qu'il doit intégrer les éléments conquis. Donc, il va le faire par une gestion qui emprunte beaucoup, en fait, à la gestion de l'Empire britannique. C'est pas une surprise, puisque le Canada est une pure créature de l'Empire britannique. Et il va reproduire en son sein plusieurs des grandes méthodes de gouvernance de l'Empire britannique qui vont finalement s'imposer soit dans le droit, soit de manière informelle. Et tout ça va se cristalliser finalement dans l'Union fédérale de 1867. Et vous remarquerez d'ailleurs, c'est que j'insiste là-dessus, pour montrer comment le concept de fédéralisme est très accessoire au Canada. Effectivement, le concept de fédéralisme apparaît dans la loi créant le Canada, donc qui est une loi du Parlement de Westminster, qu'on appelle maintenant loi constitutionnelle de 1867. Alors, cette loi mentionne dans son préambule le fédéralisme sous la forme d'un adverbe. En fait, il faut se rappeler que cette loi n'a qu'une version anglaise officielle. On attend toujours la version française. Et dans la version anglaise officielle, on parle de colony to be federally united. Mais le concept qui est, lui, fondamental, qui revient plusieurs fois dans cette loi et qui est répété dans presque toutes les lois constitutionnelles jusqu'à la loi qui consacre l'entrée de Terre-Neuve, c'est le concept d'union, union. Et ce concept-là a une histoire, puisque c'est le concept que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, a utilisé dans son histoire pour construire son propre empire. D'abord l'empire des îles britanniques, c'est-à-dire l'annexion du Pays de Galles, l'union inégale avec l'Écosse, ensuite l'union forcée avec l'Irlande, mais qui a eu pour résultat que vers 1922, l'Irlande du Sud, finalement, a fait sécession après une guerre d'indépendance. Et le concept d'union est utilisé également pour créer des fédérations coloniales ou des pays qui viendront par la suite des fédérations indépendantes. On trouve ce concept d'union dans l'Afrique du Sud, en Inde, etc. C'est le mot outil. C'est le mot outil qui, dans le droit britannique, peut vouloir dire une fédération coloniale, un ensemble créé par annexion ou un ensemble imposé par Westminster à des colonies ou des peuples conquis. Donc, ce concept-là n'a pas été très étudié, personne n'a pris au sérieux. Tout le monde a plutôt été captivé par l'idée de fédéralisme, mais sans porter une attention particulière à ce que disent vraiment les textes. Alors, vous proposez le lien évidemment, d'éclairer l'histoire canadienne à la lumière de l'histoire britannique. Pourtant, vous proposez aussi une autre comparaison dans votre ouvrage entre l'histoire canadienne, ou à tout le moins la Fédération canadienne, et l'Empire austro-hongrois. Vous nous dites qu'il y a à tout le moins une réflexion croisée qu'on peut mener à partir de ces deux expériences politiques, l'une engloutie, l'autre qui demeure vivante aujourd'hui, la Fédération canadienne. Alors, deux questions à partir de là. Quels seraient les points potentiellement communs, à tout le moins les similitudes entre ce qu'on appelait l'Empire austro-hongrois et le Canada? Et deuxième élément qui n'est pas sans lien, quelle est la place de ce qu'on pourrait appeler les peuples non souverains au sein d'un empire? Dans quelle manière des peuples agrégés, fédérés, rassemblés sous une autorité impériale ou fédérale, quel statut peuvent-ils espérer dans ce vaste ensemble qu'est l'Empire? Je donne ici les deux exemples, donc l'Empire austro-hongrois et la Fédération canadienne. Ben, écoutez, la question que vous me posez me porte peut-être à expliquer aussi le sens du titre que j'ai donné. L'Empire en marche, et il y a un sous-titre, des peuples sans qualité deviennent à Ottawa. Donc, c'est un clin d'œil, plus qu'un clin d'œil en fait, à Robert Musil,
qui a écrit ce grand roman inachevé, L'homme sans qualité, dont l'action se passe essentiellement dans l'Empire austro-hongrois, dans ses derniers mois d'existence, avant même que tout bascule pendant la Première Guerre mondiale. Et oui, pourquoi cette analogie? Est-ce que c'est juste un caprice d'un auteur? En fait, pour moi, c'est une analogie qui me permet justement de décloisonner la pensée sur l'Empire et sur le fédéralisme. Oui, il y a des petits rapprochements qu'on peut faire en Empire austro-hongrois et l'Empire canadien. Tout d'abord, l'Empire austro-hongrois, souvent les auteurs qui en parlent d'une manière idyllique, et certains soulignent le fait que c'était une espèce d'empire sans colonie. En fait, c'est un peu abusé du terme, puisqu'il y avait quand même une domination à l'intérieur de l'Empire austro-hongrois, mais il est vrai qu'il n'a pas senti le besoin d'avoir des colonies, par exemple, en dehors de l'Europe. Ensuite, c'était une double monarchie, comme le Canada a essayé de fonder un rêve monarchique en Amérique. Double monarchie dans l'Empire austro-hongrois, puisqu'il y avait l'Empire... l'empereur, la figure de l'empereur complétée de la monarchie hongroise. Et c'est un système assez complexe, l'Empire austro-hongrois, j'entrerai pas dans les détails, beaucoup plus complexe en fait que l'Empire canadien. Mais au-delà de ces petites analogies, ce qui est intéressant, et pour moi, c'est ce qui a été pour moi un peu le moteur de mon écriture, c'est en lisant en fait L'homme sans qualité, je me suis aperçu que Robert Musil était non seulement un brillant écrivain, un génie en fait, mais un théoricien de l'État. Et théoricien aussi de la condition de ces petits peuples qui vivaient à l'intérieur de l'Empire austro-hongrois. Et il a très bien décrit, à mon avis, je dirais, l'état d'inachèvement qui frappe tous les peuples qui sont enserrés dans une gouvernance impériale. Ils peuvent avoir des soupçons, des fragments d'autonomie, de liberté. Ils peuvent bien sûr protester contre leur situation, exiger telle chose et telle autre, mais ils sont toujours pris à recommencer ce qu'ils ont réalisé de peine et de misère, sous la surveillance souvent d'un gouvernement impérial ou fédéral qui doit les discipliner comme un maître doit discipliner des mauvais garnements dans une cour d'école. Et d'ailleurs, dans L'homme sans qualité, Musil réfléchit sur ce qu'il disait ironiquement la cacanie. Donc cacanie, c'est en fait un jeu de mots qui vient du fait que l'Empire austro-hongrois en allemand souvent s'appelait Kaka, donc qui renvoyait à la couronne et à l'empereur en allemand. Donc, par jeu de mots, il en a fait Kakani. C'est ainsi qu'il appelle l'Empire austro-hongrois. Donc, tout ça pour dire que, décrivant la condition de ces petits peuples, de ces nationalités diverses qui sont enserrées dans l'Empire austro-hongrois, il développe cette image finalement d'adolescents qui peuvent quelque peu s'extérioriser, protester, jouer de leur existence, de leur être dans une cour d'école, mais finalement, de temps à autre, le maître doit souffler dans le sifflet, rétablir l'ordre et la discipline. Et ce qu'il a compris, c'est qu'en fait, ce qui est intéressant dans cette image, c'est la dynamique. C'est qu'au fond, un empire, c'est un régime ou une forme politique qui ne cherche pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, à tout contrôler. L'Empire, pour exister, doit laisser finalement des périphéries, des autonomies, s'exprimer quelque peu. Et l'Empire, lui, se concentre sur les grands instruments de la gouvernance, qui est à déléguer des tâches subalternes à ses autonomies ou à ses entités périphériques. Et lorsqu'il sent que ces entités périphériques
prennent trop de place ou contestent l'ordre établi, il va rétablir cet ordre par la force ou par des moyens légaux ou par du chantage, etc., ou des embargos. Alors, il y a plusieurs méthodes. Et d'où l'idée que j'ai développée de peuple sans qualité, puisque le roman de Robert Musil parle avant tout d'un homme sans qualité, mais lorsqu'on lit le roman, on s'aperçoit que il décrit là pas seulement la condition d'un homme indécis. Son personnage, c'est un mathématicien dans la trentaine, très brillant, mais qui est toujours indécis, parce qu'en fait, il veut ouvrir tous les possibles et il se sent disponible à tout. Or, justement, un peuple sans qualité, c'est un peuple d'une certaine façon qui doit demeurer disponible à tout parce qu'il ne détermine pas les finalités de son existence. Ces finalités lui sont étrangères. Donc, il peut certes lutter, protester, essayer d'aménager des zones de survie, etc. Mais quoi qu'il fasse, c'est peine perdue. Et donc, il demeure lui-même dans un état d'indéfinition, ou alors s'il acquiert quelques traits de définition, il risque de les perdre par l'usure, le découragement et la résistance. Donc, c'est cette dynamique que Musil voit d'ailleurs. Il le voit parce qu'il parle aussi de ces peuples et il note aussi une idée très brillante, c'est que dans la Khaqani, donc l'Empire austro-hongrois, au fond, la notion de la liberté qui prédomine, c'est une liberté négative. C'est pas une liberté d'affirmation. C'est pas une liberté positive pour définir le cadre de sa constitution, ce qu'Hannah Arendt appellerait la liberté de constitution. Donc les peuples, comme les individus dans l'Empire austro-hongrois, ont une liberté négative, mais pas une véritable liberté positive. Et ça, c'est un élément central. Dans la deuxième partie de mon ouvrage, je revois à nouveau frais la théorie du fédéralisme et j'observe que au fond les fédéralistes fonctionnent sur un principe de dissociation fondamentale. C'est la dissociation entre la liberté collective et la liberté individuelle. Alors, je me permets de reprendre votre réflexion ici pour la transposer sur une autre situation impériale contemporaine. Donc, on a parlé du Canada, on a parlé de l'Autriche-Hongrie, mais se pourrait-il qu'aujourd'hui, et ça poursuit votre réflexion justement sur la dissociation de la liberté, le nouveau lieu où s'expérimente l'idée impériale aujourd'hui, ce soit l'Union européenne. C'est-à-dire l'Union européenne qui s'étend toujours sans qu'on ne connaisse ses limites définitives, tend à transformer les peuples qui la composent, les transformer en unités qui conservent une marge d'autonomie, mais qui ont de moins en moins la capacité de fixer leur destin, qui sont rassemblés autour d'une figure sacralisée qui s'appelle ici l'idée d'Europe, et qui, à travers tout cela, est-ce qu'on peut dire que l'Europe n'est pas aujourd'hui le nouvel empire qui s'étend dans le monde, même si nous peinons à la nommer comme tel? Écoutez, beaucoup d'auteurs ont comparé l'Union européenne à un empire. Moi, je le fais et j'ai absolument rien d'original à le faire. Je donne dans une note de bas de page la littérature en 4 langues différentes ou 5 langues différentes où on compare l'Union européenne à un empire. Mais qu'est-ce qu'on veut dire exactement? Parce que on peut vouloir dire toutes sortes de choses. Dans mon livre, j'ai voulu ressortir des textes complètement oubliés de Montesquieu. Montesquieu est un auteur important, notamment pour la théorie du fédéralisme. Mais souvent, les textes auxquels on fait référence sont toujours les quelques passages qu'on trouve dans l'Esprit des lois, où il envisage la création de ce qu'il appelle la République fédérative, qui pour lui combine 2 avantages, c'est-à-dire la force de la monarchie avec la liberté des républiques. Et c'est cette idée-là que les fédéralistes américains, notamment Hamilton, vont reprendre pour justifier la création des États-Unis d'Amérique. Mais Montesquieu n'a pas tout publié dans l'Esprit des lois. Il y a certains chapitres
qu'il a mis en retrait, qu'on retrouve dans ses manuscrits d'inédits au château de la Brède. Et on y trouve donc un chapitre sur les colonies et les confédérations. Et c'est un texte fascinant parce qu'il fait à la fois la synthèse du passé et prépare l'avenir. C'est-à-dire que il réfléchit, bon, c'est un homme de grande culture classique à partir des exemples venus de l'Antiquité pour comprendre les différentes formes de confédération dans l'histoire. Il remonte jusqu'aux Romains, Alexandre, etc. Mais il prépare l'avenir, c'est-à-dire les grands ensembles impériaux qui vont naître. Et il développe une typologie des confédérations très intéressante. C'est-à-dire que pour lui, il y a 3 types de confédérations. La forme monarchique, la forme aristocratique et la forme démocratique. Alors, en fait, ce qui l'intéresse, c'est les rapports entre les membres constituant la confédération. Si un seul domine tous les autres, c'est une confédération monarchique. Si quelques-uns dominent le reste, c'est une confédération aristocratique. Et s'il y a une stricte égalité entre eux, c'est une confédération démocratique. Il m'a semblé que ce qui s'applique le mieux à l'Union européenne, c'est l'idée d'une confédération aristocratique, au sens de Montesquieu. C'est-à-dire que, en fait, c'est un système assez complexe qui fait en sorte que, oui, sur papier, plusieurs pays se rassemblent, vont céder une partie de leur souveraineté en faveur d'organismes, mais auxquels ils participent. Alors, ce ne sont pas des organismes complètement extérieurs à eux, puisque, en fait, l'essentiel des organismes qui composent le niveau de l'Union européenne, c'est en fait des conférences intergouvernementales, auxquelles on a rajouté un parlement élu et des commissaires, mais qui sont eux-mêmes d'anciens politiciens venus des pays nationaux. Alors, par l'Union européenne, donc, on a créé cette structure, mais qui, dans les faits, est dominée par quelques États plus puissants que d'autres. Il est clair qu'à l'heure actuelle, c'est l'Allemagne qui domine l'ensemble. Domination que la France essaie de tempérer en formant un tandem avec l'Allemagne avec plus ou moins de succès. Donc, en fait, quand on regarde le fonctionnement de l'Union européenne, on s'aperçoit qu'il y a finalement un petit groupe d'États qui domine le reste. Et donc, on voit aussi à travers le système de l'Union européenne toutes sortes de mécanismes qui reflètent cette inégalité entre les États. Par ailleurs, l'Union européenne, comme d'autres l'ont dit, je ne suis pas le premier à le dire, éloigne aussi l'État de la démocratie, puisque le système européen de gouvernement, au fond, c'est un système qui permet souvent de contourner la démocratie nationale ou la démocratie des États membres, donc de réunir souvent les chefs d'État, de gouvernement, leurs hauts fonctionnaires dans des formes de conclaves, et ensemble, ils décident de certaines décisions qui vont ensuite répercuter dans leurs systèmes nationaux, sans que, comme tel, les peuples soient directement consultés. Donc, l'Union européenne, de ce point de vue-là, pour moi, oui, est un empire, mais c'est peut-être pas un empire aussi bien formé ou aussi convaincant que, par exemple, l'empire américain. Beaucoup disent de l'Union européenne que c'est un empire plus en formation, c'est un empire faible. Et un des paradoxes de l'empire européen, c'est qu'il adopte dans les faits comme langue officieuse l'anglais, qui est la langue d'un pays qui vient de sortir de l'Union européenne, qui est le Royaume-Uni, mais qui dans les faits est la langue de l'empire américain. Donc, c'est un signe de faiblesse pour moi. Et puis, c'est un empire qui, comme tel, n'a pas vraiment d'armée pour l'instant. Ce qui fait sa force, c'est l'économie, une monnaie unique, et le fait qu'il soit très attrayant pour toutes sortes d'États dans le pourtour méditerranéen, en Europe de l'Est. Donc, on veut y entrer. Et certains ont remarqué que si l'Union européenne est un empire, il est quand même assez paradoxal, parce que c'est un empire qui menace
d'expulsion les États membres récalcitrants. On pense par exemple à la Grèce qui s'est fait imposer par une troïka comprenant l'Union européenne des conditions draconiennes pour juguler sa dette et on a laissé planer la menace donc d'une expulsion, du moins d'une sortie de l'euro. Donc, en ce sens-là, c'est un empire un peu paradoxal, parce que généralement, les empires cherchent à inclure, à imposer une domination toujours plus vaste, alors que l'Union européenne fonctionne plus comme un club select et n'entre pas qui veut et n'en sort pas non plus qui veut, puisqu'on a vu comment le Brexit a été très difficile à opérer. Alors, vous avez évoqué l'autre empire de notre temps, celui à tout le moins qui vient tout de suite à l'esprit quand on parle d'impérialisme, même aujourd'hui, les États-Unis. Raymond Aron avait utilisé la formule de république impériale pour parler des États-Unis. En quoi peut-on dire que les États-Unis sont un empire et le sont-ils encore malgré la tentation isolationniste qui semble, pas isolationniste, mais disons l'espèce de tentation plus unilatéraliste qui semble caractériser les présentes années Trump. Est-ce que les États-Unis, autrement dit, sont un empire et sont-ils appelés à le demeurer ou sont-ils appelés tôt ou tard à renouer avec leur tentation, le repli continental? Beaucoup d'auteurs ont comparé les États-Unis à un empire, donc c'est pas très original de dire qu'ils en forment un. Dans mon livre, j'ai voulu insister non pas sur une analyse de politique extérieure, parce que souvent les auteurs qui concluent à l'empire pour les États-Unis se basent sur leur politique extérieure. Mon raisonnement est différent. Moi, j'ai voulu voir la dynamique intérieure donc comment la construction d'une constitution fédérale tient de l'empire aux États-Unis. Et un peu comme je l'ai constaté pour les pères fondateurs canadiens, les pères fondateurs américains également ont le mot empire à la bouche, notamment Hamilton. Et puis, l'empire américain, de ce point de vue-là, ressemble aussi à l'empire canadien, puisque contrairement à une vision très romantique qui présente les États-Unis comme nés d'un beau contrat social, la Convention de Philadelphie, les États-Unis se sont également construits par la conquête. Je dois quand même rappeler la conquête de l'Ouest américain. N'oublions pas que la guerre de 7 ans contre la France, qui a conduit à la perte de la Nouvelle-France, a été en grande partie commanditée par les colonies américaines. Et puis, une fois leur indépendance acquise et leur constitution fédérale faite, les États-Unis, bon, comme je l'ai dit, ont connu une expansion vers l'Ouest. Ils ont fait la guerre ensuite contre l'Espagne, etc. Donc, il y avait une dynamique d'expansion, mais qui leur a permis d'abord de s'étendre à l'ensemble du continent, d'arracher au Mexique la moitié de son territoire, pour pas l'oublier. Et par la suite, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans sa dynamique interne? Et ça, c'est Tocqueville qui le voit. Tocqueville, dans La démocratie en Amérique, suit un peu les traces de Montesquieu dans sa façon d'analyser le fédéralisme américain. C'est-à-dire que chez Montesquieu, la fédération, c'est l'union de deux principes. Alors, chez Montesquieu, c'est la monarchie et la république. Chez Tocqueville, c'est ces deux principes chez lui, c'est l'empire ou la grande nation et les petites républiques ou petites sociétés qui correspondent aux États fédérés, qui eux mènent des vies paisibles, repliées, tournées vers les améliorations intérieures. Et pour lui, la fédération américaine, c'est finalement un système dynamique qui oppose sans cesse ce qu'il appelle la grande nation ou l'empire, qui, elle, cherche à démultiplier les ambitions, à canaliser les ambitions et à poursuivre donc des rêves de grandeur et d'expansion. Et l'autre principe, c'est à l'inverse, les États fédérés, les petites sociétés, qui elles, au contraire, cherchent à se préserver jalousement et qui aspirent à la tranquillité, à l'immobilité. Donc Tocqueville voit finalement les États-Unis, et il utilise d'ailleurs le terme de temps à autre dans La démocratie en Amérique. Il voit là un empire, mais un empire particulier qui est régi par une constitution. Et d'ailleurs, les fédéralistes
lorsqu'ils parlent de leur constitution, celle de 1787, et ils disent bien qu'elle n'est ni nationale, ni tout à fait une constitution fédérale. Donc, ils ont conscience de créer quelque chose d'inédit. Et, à mon avis, les États-Unis concrétisent le rêve de Machiavel. C'est-à-dire que Machiavel, dans ses écrits, oppose deux types de sociétés. La République expansive, qui pour lui est capable d'engendrer à la fois prospérité, grandeur et liberté, au pluriel, liberté du peuple, par exemple. Il oppose donc la République expansive à finalement la société close, fermée. Il donne l'exemple, je pense, de Venise, gouvernée par une aristocratie qui ne cherche pas à agrandir son territoire, ni sa population, et qui vit donc dans une espèce de clôture. Et en ce sens-là, pour moi, les États-Unis actualisent, concrétisent cette idée exprimée chez Machiavel. Et ce qui montre bien que finalement, l'Empire est bien moderne. Alors, nous nous rapprochons de la fin de l'émission et je me permettrai de faire une espèce de plongée dans vos écrits antérieurs par effet de contraste, peut-être. Vous avez déjà consacré un livre à l'idée de république au Québec, dans lequel vous exploriez donc est-ce qu'il y a une tradition républicaine au Québec. Vous l'avez évoqué dès le début, la vocation d'un peuple dans un empire, c'est d'avoir peut-être des morceaux d'autonomie, des droits, mais il ne dispose pas d'une pleine maîtrise de lui-même. Est-ce qu'on peut dire que dans le cadre canadien, le mouvement national québécois, pour sortir de la logique ou du cadre impérial canadien, pour reprendre vos mots, est-ce qu'on peut dire que le mouvement national québécois ne peut parvenir à ses fins qu'en mobilisant, comme vous l'avez peut-être suggéré en d'autres temps, l'idée de république, et de quelle manière une idée de république québécoise permettrait de marquer un contraste fort avec l'Empire canadien? C'est-à-dire, bon, je ne fais pas de l'idée de république une espèce d'outil magique là qui va tout solutionner, loin de là. Tout dépend comment elle est présentée, pensée. L'idée républicaine peut être le moyen justement de faire ressortir cette gouvernance impériale qui caractérise toujours le Canada, et en mettant l'accent sur justement ce que l'Empire canadien ne veut pas voir. Et donc oui, ça peut être l'occasion peut-être de penser autrement la liberté et surtout comprendre comment l'Empire canadien, avec un art consommé, crée un gouffre béant entre la liberté collective et la liberté individuelle. Et ce que j'entends par là, c'est que l'Empire canadien se grandit du fait qu'il accorde sans cesse plus de liberté individuelle, parfois des libertés à quelques minorités, mais sans jamais accroître ou reconnaître la liberté collective des composantes nationales qui le forment. Et ça, c'est une coupure béante, elle commence dès la conquête et elle se renouvelle d'un moment constitutionnel à l'autre. Et le dernier grand moment constitutionnel en ce genre, c'est la réforme constitutionnelle de 1982 qui garantit d'une manière grandiose à tous les Canadiens une belle nomenclature de droits, mais tout en faisant cela, on a encore plus verrouillé la liberté collective du Québec. Et l'effet insidieux aussi de ce genre de séparation, c'est que finalement, les citoyens des nations minorisées dans un empire finissent par penser que leur liberté n'a plus besoin de leur propre liberté collective. Ou alors, ils ne voient pas le lien entre cette liberté individuelle dont ils jouissent et leur liberté collective. Et donc ça, c'est sans doute un des effets, à mon avis, les plus tristes de cette coupure que pratique l'Empire, et ce sur quoi toute réflexion républicaine doit se pencher, puisque vivre dans une république, c'est vivre dans un État libre, et d'autres que moi l'ont dit, je pense à quelques patriotes du 19e siècle,
chez nous, la liberté collective va de pair avec la liberté individuelle et vice-versa. Donc, la liberté individuelle n'existe pas par droit divin. C'est une liberté socialement, politiquement soutenue et construite par une entité qui elle-même a besoin de sa propre liberté. Et donc, il y a un lien, une connexité très grande entre ces deux libertés, mais qu'on a perdu de vue ici au Canada, puisque on ne voit que les bienfaits de la liberté individuelle, mais sans réfléchir sur ses conditions de possibilité. Alors, Marc Chevrier, je vous remercie pour votre passage aux Idées mènent le monde. Je rappelle le titre de votre livre, L'Empire en marche, des peuples sans qualité de Vienne à Ottawa, un livre absolument remarquable d'une profondeur historique et philosophique tout à fait exceptionnelle. Merci pour votre passage aux Idées mènent le monde et j'invite nos auditeurs à vous lire. Merci. Chers auditeurs des Idées mènent le monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire circuler les idées. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série à un plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez également m'écouter chaque semaine à la Joute et sur Cube Radio, tous les jours à 10h, à l'émission de Richard Martineau. Animation et recherche, Mathieu Bock-Côté. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production Cube Radio.